Les portes de la petite église de Provence volèrent en éclats, projetant des éclats de lumière dorés sur l'allée centrale et réduisant au silence le murmure sacré du prêtre. Au seuil, une silhouette se dessina, sombre et imposante, découpée à contre-jour, comme un présage. C'était lui, le cher Khalil al-Mokhtar. Son nom n'avait pas besoin d'être prononcé. Son aura de puissance et d'arrogance glaciale suffisait à paralyser l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers lui, mais les siens étaient rivés sur une seule personne, Chloé Martin, debout devant l'autel, un fantôme blanc dans sa robe de mariée. Son cœur cessa de battre, suspendu dans le vide entre le « oui » qu'elle s'apprêtait à prononcer et le non catégorique incarné par cet homme qui venait de briser le sanctuaire de son désespoir. La terreur la cloua sur place, mais au fond de ses yeux, une étincelle de défi refusait de s'éteindre. Son voile, une cascade de dentelle fragile, tremblait au rythme des battements erratiques de son cœur. À ses côtés, Marc, son fiancé, se raidit, son visage passant de l'incrédulité à une fureur contenue. Mais il ne dit rien. Personne n'osait parler. Khalil s'avança dans l'allée avec la lenteur calculée d'un prédateur, ses pas résonnant sur les dalles de pierre centenaire. Le parfum des lys et de l'encens se mêlait maintenant à l'odeur subtile et coûteuse de son parfum, une invasion olfactive qui violait la pureté du lieu. Il ignorait les invités pétrifiés, les visages choqués, les murmures qui commençaient à s'élever comme un essaim d'abeilles. Son univers s'était rétréci à l'espace qui le séparait de Chloé, un chemin qu'il parcourait comme s'il venait réclamer une propriété qui lui avait toujours appartenu, une âme qu'il avait décidé de ne plus laisser à personne d'autre. Arrivé devant l'autel, il s'arrêta. Le silence était si lourd qu'on aurait pu l'entendre se briser. Ses yeux sombres, deux abîmes d'obsidienne, la déshabillèrent de ses illusions, de ses mensonges et de sa peur. Il ne s'adressa ni au prêtre, figé dans un geste interrompu, ni à Marc, dont la mâchoire était contractée par la rage. Il ne prononça qu'un seul mot, le prénom de la jeune femme, Chloé. Ce n'était pas un appel, mais un ordre, une sommation qui résonna dans chaque fibre de son être. Elle se sentait exposée, jugée sur cet autel qui devait être le théâtre de son sacrifice et qui devenait celui de son humiliation publique. Elle était une Cendrillon, dont le prince n'était pas charmant, mais un tyran magnifique venu interrompre le bal pour la jeter dans une autre cage, peut-être plus dorée, mais une cage tout de même. Il tendit une main gantée de cuir noir, un geste impérieux qui n'offrait aucune alternative. « Venez !» Sa voix c'était un grondement sourd, une promesse de protection et de possession mêlée dans une seule syllabe. Pour les autres, il était un ravisseur. Pour elle, il était peut-être une damnation pire encore. Pourtant, ses pieds bougèrent d'eux-mêmes, obéissant à une force ancestrale qui la poussait vers lui, loin du sourire venimeux de Marc. Elle lâcha son bouquet, et les roses blanches s'éparpillèrent sur le sol froid, leurs pétales immaculés souillés par la poussière de l'église. Si cette histoire a déjà commencé à faire battre votre cœur, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains récits, montrez-nous votre soutien avec un j'aime, et partagez vos premières émotions en commentaire. Chaque geste, chaque regard est le début d'un chemin tortueux vers la vérité. Son bras s'enroula autour de sa taille, sa poigne d'acier la guidant loin de l'autel. En passant près d'un banc, son voile s'accrocha et se déchira dans un bruit doux et déchirant, comme le son de sa propre vie qui se brisait. Marc explosa enfin, hurlant des accusations, des insultes, tentant de la salir devant tous, mais sa voix se perdit dans le magnétisme silencieux de Khalil. Le cher ne lui accorda pas un regard, la conduisant à travers la foule stupéfaite, comme si elle n'existait pas. Il la fit sortir de l'église, la tirant de l'ombre sacrée pour la jeter dans la lumière crue du soleil de Provence. L'air frais lui brûla les poumons. Le monde extérieur semblait distant, irréel, un tableau dont les couleurs venaient d'être violemment repeintes par la volonté de cet homme qui la tenait captive, son sauveur et son geôlier. Une berline noire et lustrée attendait, portière ouverte, tel un char funèbre ou un carrosse de conte de fées la moderne. Il la fit monter à l'intérieur sans ménagement, et le contact du cuir frais contre sa peau fut un choc. La portière se referma avec un bruit sourd et final, l'isolant du monde, de sa famille, de son village, l'enfermant avec lui dans cette prison luxueuse. Alors que la voiture démarrait en trombe, laissant derrière elle l'église et le scandale naissant, Chloé osa enfin le regarder. Ses yeux étaient un océan de questions et de terreur. Khalil, lui, fixait la route, son profil aussi tranchant que celui d'un aigle royal. Il se voyait en sauveur, il attendait sans doute sa gratitude, mais il ignorait tout de la véritable nature de la prison dont il venait de l'arracher, et de la condamnation à mort qu'il venait peut-être de signer. Comment en était-elle arrivée là ? Tout avait commencé quelques mois plus tôt, dans le silence de son désespoir. Quelques mois avant cet autel profané, la vie de Chloé était une symphonie simple et douce, jouée au rythme des saisons provençales.
Elle travaillait comme intendante dans l'un des domaines viticoles les plus prestigieux de la région, une propriété qui, elle l'ignorait presque, appartenait à un lointain et puissant cher. Son univers était fait de l'odeur de la lavande au petit matin, du contact rugueux des vieilles pierres du mas et des sourires de sa mère dont la santé fragile était son unique ombre au tableau. Elle était fière, indépendante, une jeune femme dont la richesse ne se mesurait pas en possession mais en dignité et en amour filial. Elle croisait parfois des voitures aux vitres teintées, des hélicoptères se posant au loin, signe discret de la présence du propriétaire invisible. Mais ce monde de luxe et de pouvoir lui semblait aussi distant qu'une étoile morte. Elle ne se doutait pas que cette étoile allait bientôt s'écraser sur sa vie, la brûlant jusqu'à l'âme. La chute fut aussi brutale qu'inattendue. La maladie de sa mère s'aggrava soudainement, une tempête silencieuse qui dévasta leurs maigres économies. Les factures médicales s'accumulèrent comme des feuilles mortes en automne, étouffant tout espoir. Chloé dut quitter son emploi pour s'occuper d'elle à plein temps, vendant peu à peu les meubles, les souvenirs, les fragments de leur existence pour payer des traitements qui ne semblaient offrir qu'un sursis précaire. La honte devint sa compagne de tous les instants, une ombre froide qui la suivait dans les couloirs aseptisés de l'hôpital et dans les rues de son village où les regards se faisaient tour à tour apitoyés ou méprisants. La fierté qui la caractérisait s'effritait jour après jour, remplacée par un désespoir si profond qu'il lui donnait le vertige. Elle était seule, acculée, une proie parfaite, attendant dans l'ombre l'arrivée inévitable d'un prédateur. C'est alors que Marc réapparut. Un ami d'enfance perdu de vue, revenu au village comme par hasard, avec son sourire charmeur et ses promesses rassurantes. Il fut d'abord une bouée de sauvetage, payant une facture ici, offrant un soutien moral là, tissant sa toile avec une patience d'araignée. Il la couvrait d'attention, lui murmurait qu'elle n'avait pas à porter ce fardeau seule, qu'il l'aimait depuis toujours. Chloé, épuisée et vulnérable, se laissa prendre au piège, voyant en lui non pas un amant, mais un allié, un rempart contre le chaos qui menaçait d'engloutir sa mère. Elle accepta son aide avec une gratitude teintée de méfiance, un instinct de survie qui lui criait de fuir, mais que la raison, ou plutôt le désespoir, faisait taire. Elle ignorait que chaque geste de générosité était un barreau de plus à la cage qu'il construisait méticuleusement autour d'elle, une cage dorée de dettes et d'obligations. Le masque tomba un soir d'orage, alors que le ciel de Provence pleurait des larmes de fureur. Marc lui montra son téléphone. Sur l'écran froid et lumineux, des photos d'elle, intimes, volées à un moment de confiance passé, une trahison qui lui glaça le sang. Puis vint le chantage, prononcé d'une voix calme et cruelle, qui contrastait avec la violence de ses mots. Il lui fit sa proposition, le mariage, où ces images seraient envoyées à tout le village, détruisant la réputation de sa famille. Et si cela ne suffisait pas, il cesserait de payer les soins de sa mère, la condamnant à une mort certaine et douloureuse. Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était plus une question de honte ou de dignité, mais une question de vie ou de mort. Il tenait entre ses mains le cœur battant de sa mère, et il n'hésiterait pas à le broyer. Elle était prise au piège, son orgueil brisé, son âme vendue en échange d'une vie. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar éveillé. Elle jouait le rôle de la fiancée heureuse, souriant aux voisins, choisissant une robe de mariée qui lui semblait être un linceul, organisant une cérémonie qui serait le théâtre de son sacrifice public. Chaque regard de Marc était une chaîne, chaque contact une brûlure. Elle vivait dans une prison de silence, incapable de se confier à quiconque, de peur que la moindre fissure dans sa performance ne provoque la catastrophe. La nuit, elle regardait par la fenêtre de sa petite chambre, observant les vignobles qui s'étendaient au loin, ceux-là même où elle avait travaillé, où elle avait été libre. Ce paysage familier était devenu le décor de sa captivité. Une colère sourde grondait en elle, un feu sous la glace, une promesse silencieuse qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, elle lui ferait payer cette humiliation, cette profanation de son être tout entier. Le matin du mariage arriva, baigné d'une lumière ironiquement pure et dorée. Chloé se tenait devant le miroir, son reflet lui renvoyant l'image d'une étrangère aux yeux vides. La peur était une boule de glace dans son estomac, une peur non pas pour elle, mais pour sa mère, dont la vie dépendait du « oui » qu'elle s'apprêtait à prononcer. Sa seule vulnérabilité, son unique point faible, était cet amour inconditionnel, et Marc l'exploitait avec une maîtrise diabolique. Elle n'avait plus rien, ni argent, ni fierté, seulement cet amour comme arme et comme bouclier. En entrant dans la petite église de son enfance, elle sentait tous les regards sur elle, mais elle ne voyait que le visage triomphant de son bourreau, qui l'attendait devant l'autel. Elle avança vers lui comme une condamnée vers l'échafaud, son cœur implorant un miracle, un signe, une intervention divine ou démoniaque qui la sauverait de cet enfer.
Le silence dans l'habitacle était une chose vivante, épaisse et luxueuse, tissée de cuir souple et du vrombissement feutré du moteur. Chloé sentait chaque vibration à travers le siège, une résonance qui semblait faire écho au chaos qui battait dans ses veines. Dehors, le paysage provençal défilait, un flou de vignes et de cyprès sous un soleil de plomb. Un monde familier devenu soudain étranger et lointain. Elle osa un regard vers son ravisseur. Le profil de Khalil était une œuvre d'art sévère, taillée dans le marbre du désert, ses mains gantées de cuir tenant le volant avec une aisance déconcertante, comme s'il était né pour commander des machines puissantes et des destins. La dentelle déchirée de sa robe de mariée, posée contre le cuir noir immaculé, était un symbole brutal de sa condition. Une pureté souillée, une liberté brisée, une vie détournée de sa course par la seule volonté de cet homme. Elle déglutit, sa gorge sèche, et le son fut une intrusion fragile dans ce sanctuaire de puissance masculine. Il ne tourna pas la tête, mais il sentit son regard sur lui, une caresse de peur et de défi. Sa voix, quand elle s'éleva enfin, était plus grave et plus calme qu'elle ne l'aurait imaginé, dépourvue de la fureur qu'elle avait vue dans ses yeux à l'église. « Vous n'aviez pas l'intention de dire oui, affirma-t-il. Ce n'était pas une question, c'était une déclaration, une certitude qui la laissa sans voix. Comment pouvait-il savoir? Comment cet étranger, ce propriétaire fantôme de son ancienne vie, pouvait-il lire dans son âme avec une telle précision? Il continua, ses yeux toujours fixés sur la route sinueuse. « Je sais pour Marc, je sais pour le chantage, je sais pour votre mère. » Chaque phrase était un coup de poignard, démolissant les murs qu'elle avait si péniblement érigés autour de son secret. La terreur laissa place à une stupeur glaciale. Il savait, il avait toujours su, et il avait attendu ce moment précis, cette humiliation publique, pour intervenir. La gratitude qu'elle aurait dû ressentir se mua en une colère sourde et confuse. La voiture quitta la route principale pour s'engager dans une allée privée, bordée d'oliviers centenaires. Au bout du chemin, une villa moderne se dressait, une forteresse de verre et de pierres blanches qui semblait dominer toute la vallée. C'était un joyau architectural, une prison magnifique surplombant les vignobles mêmes où elle avait autrefois trouvé sa liberté. La voiture s'arrêta en silence devant une immense porte en bois sombre. Khalil coupa le moteur, et le silence qui s'ensuivit fut encore plus assourdissant. Il se tourna enfin vers elle, et pour la première fois, elle fut piégée par l'intensité de son regard. Il n'y avait ni pitié, ni tendresse, mais une possessivité brute, une curiosité presque clinique. Il voyait sa peur, sa colère, sa fierté blessée, et il ne semblait en être ni ému ni surpris. Il l'observait comme un collectionneur examine une pièce rare et complexe qu'il vient enfin d'acquérir, se demandant où la placer dans sa vaste collection. Il sortit de la voiture et vint lui ouvrir la portière, un geste de courtoisie qui sonnait comme un ordre. Elle descendit, ses jambes tremblantes, la chaleur du gravier contrastant avec la froideur de sa peau. Il la guida à l'intérieur, sa main posée fermement dans le creux de son dos, une pression qui était à la fois un soutien et une marque de propriété. Le hall d'entrée était immense, un espace minimaliste et froid, où leurs pas résonnèrent sur le marbre. Une immense baie vitrée offrait une vue panoramique sur le paysage qu'elle aimait tant, le transformant en une peinture inaccessible, un souvenir de sa vie d'avant. Il la conduisit au centre de la pièce et la lâcha. Face à cette fenêtre immense, il se tenait comme un roi contemplant son royaume, un royaume qui semblait désormais l'inclure. « Vous resterez ici, » dit-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Ici, vous et votre mère serez en sécurité. Marc ne pourra plus vous atteindre, c'est ma proposition. » Le mot « proposition » était un poison enrobé de miel. Il n'y avait pas de choix. C'était un décret. Une rage pure et salvatrice monta en elle, balayant la peur. Elle se retourna pour lui faire face, ses yeux lançant des éclairs. « Une proposition ? Ou un autre chantage ? Vous m'arrachez à un maître chanteur pour devenir mon nouveau geôlier ? Qu'est-ce que cela vous coûte, à vous, de jouer avec la vie des gens ?» Sa voix était plus forte qu'elle ne l'aurait cru, chargée de l'humiliation et de la douleur des derniers mois. Elle se tenait droite, sa robe souillée et son voile déchiré, devenant une armure de dignité bafouée. Elle n'avait plus rien à perdre, sauf son âme, et elle refusait de la lui céder sans combattre. Pour la première fois, une lueur d'émotion traversa le masque impassible de Khalil. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose de plus complexe. De l'admiration peut-être. Il avait sous-estimé le feu qui brûlait sous la glace. Son premier réflexe fut de la dominer par une réponse cinglante, de lui rappeler sa position de faiblesse. Mais il se retint. La voir ainsi, fragile et féroce, réveillait en lui un instinct protecteur qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il fit un pas vers elle, réduisant la distance qui les séparait. « Je ne suis pas Marc !» Sa voix était un murmure rauque, presque une confidence. « Je ne veux pas vous briser, Chloé. Je veux vous protéger.
Mais la protection a un prix. Le mien est votre présence. Considérez cela comme un contrat. Votre sécurité contre votre compagnie, jusqu'à ce que la menace soit éliminée. Il lui tendit une main, non pas pour la prendre, mais comme un geste symbolique, un pacte scellé dans l'air entre eux. Elle le regarda, voyant pour la première fois non seulement l'arrogance du Cher, mais aussi la solitude de l'homme. Elle avait échappé à une cage de fer pour entrer dans une cage dorée, mais le gardien de cette nouvelle prison était une énigme bien plus dangereuse et infiniment plus fascinante. Elle resta immobile face à lui, le mot « contrat » résonnant dans le silence opulent de la villa, comme le claquement d'une porte de prison. Sa main, toujours tendue entre eux, n'était pas une invitation, mais la matérialisation de son pouvoir absolu. Le choix n'en était pas un. Refuser signifiait abandonner sa mère à la cruauté de Marc et à la maladie. Accepter signifiait échanger une cage de fer contre une cage d'or, mais la serrure restait entre les mains d'un autre. Son regard quitta la main de Khalil pour se poser sur l'immense baie vitrée. Dehors, les vignobles de sa Provence natale s'étendaient, baignés d'une lumière familière et douce, mais ils lui semblaient désormais inaccessibles, un tableau vivant de la liberté qu'elle venait de perdre. Elle ne dit rien. Elle hocha simplement la tête, un mouvement presque imperceptible, un acte de soumission qui était aussi une déclaration de guerre silencieuse. Elle plierait, mais elle ne romprait pas. Les premiers jours furent une épreuve de silence et d'observation. Chloé errait dans la villa comme un fantôme, sa robe de mariée souillée ayant été remplacée par des vêtements de soie et de cachemire qu'elle n'avait pas choisis et qui lui semblaient aussi étrangers qu'une seconde peau. Chaque objet, du marbre froid sous ses pieds nus aux œuvres d'art abstraites accrochées au mur, criait la richesse et la solitude de son propriétaire. Khalil était une présence à la fois constante et insaisissable. Il travaillait dans son bureau, la porte toujours entr'ouverte, un symbole de contrôle qui lui permettait de la surveiller sans jamais la regarder directement. Une gouvernante âgée et sévère, Fatima, veillait sur elle avec une loyauté sans faille envers son maître, ses yeux sombres ne laissant transparaître aucune émotion, si ce n'est une curiosité distante. Chloé se sentait comme un oiseau rare dans une volière de luxe, ses ailes métaphoriquement rognées, sa seule compagnie étant l'écho de ses propres pas. La première fissure dans cette coexistence glaciale apparut lors d'un dîner. Un plateau d'argent fut déposé devant elle, contenant un plat complexe aux saveurs du désert, un plat que Khalil avait personnellement commandé pour elle. C'était un geste de possession, une manière de lui imposer jusqu'à ses goûts. Avec un calme étudié, elle repoussa délicatement l'assiette. « Je n'ai pas faim », murmura-t-elle, son regard défiant le sien par-dessus la longue table en bois poli. La surprise traversa le visage de Khalil, rapidement remplacée par une irritation contenue. Il était habitué à ce que ses ordres soient exécutés sans question. Ce petit acte de rébellion, ce simple refus, était une brèche dans sa forteresse d'autorité. Il se leva, contourna la table et s'arrêta derrière elle. Elle sentit sa chaleur, son parfum viril, une menace silencieuse qui fit frissonner sa peau. « Vous mangerez », sa voix était un ordre rauque, presque un souffle contre sa nuque. « Votre santé est désormais ma responsabilité. » Quelques jours plus tard, la solitude de la villa fut brisée par l'arrivée d'un hélicoptère. Un homme élégant en descendit, au port aussi altier que celui de Khalil, mais dont le sourire était plus acéré. Il s'agissait de Rachid, son cousin et rival en affaires. Leur conversation, tenue en arabe dans le grand salon, fut un murmure de tempête que Chloé écouta depuis le couloir. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle saisissait la tension, la lutte de pouvoir sous-jacente. Elle vit un autre Khalil, non plus le prédateur omnipotent qui contrôlait sa vie, mais un homme sur la défensive, luttant pour protéger son empire et son honneur face à des menaces qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Cette vision le rendit soudain plus humain, plus complexe, et une graine de doute fut plantée dans son esprit. Était-il réellement son geôlier, ou était-il lui-même prisonnier d'un monde dont elle ne percevait que les contours dorés et dangereux ? Un soir, alors que la lune jetait des reflets d'argent sur la piscine à débordement, elle le trouva seul sur la terrasse, un verre d'ambre à la main, son regard perdu sur les lumières lointaines du village. Pour la première fois, son armure de chair semblait s'être fissurée, laissant entrevoir la solitude de l'homme. Il sentit sa présence sans se retourner. « Mon père a construit cet empire sur la méfiance », dit-il d'une voix lasse, comme s'il se parlait à lui-même. Il disait que la confiance était une monnaie pour les pauvres, une faiblesse que les puissants ne peuvent en s'offrir. Ce n'était pas une excuse, ni une confession, mais un fragment de son âme, une clé offerte malgré lui. Chloé resta silencieuse, ne lui offrant ni la pitié qu'il n'aurait pas acceptée, ni la confrontation qui l'attendait. Elle se contenta de rester là, dans l'ombre, partageant ce moment de vulnérabilité sans un mot, créant entre eux un lien fragile et ténu, aussi invisible que le fil d'une toile d'araignée.
2 semaines s'étaient écoulées depuis le mariage interrompu, 2 semaines d'une guerre froide menée dans les couloirs silencieux de la villa. La dynamique entre eux s'était transformée en une danse complexe de défis et de dépendance, d'attraction et de ressentiment, sous le regard vigilant de Fatima. Le passage de Rachid avait laissé une impression durable, un rappel que le monde de Khalil était peuplé de requins. Un matin, alors que le soleil de Provence inondait le salon, il lui annonça son décret. La fête annuelle du village a lieu ce week-end. Nous irons ensemble. Le choc la pétrifia. Retourner là-bas, affronter les regards, les rumeurs, et surtout, la possibilité de revoir Marc. Il est temps de montrer à tous que vous êtes sous ma protection, ajouta-t-il, son ton ne souffrant aucune contestation. Ce n'était pas une invitation. C'était une nouvelle humiliation publique qui se profilait, un nouveau sacrifice sur l'autel de son pouvoir. La voiture glissa en silence à travers les rues familières de son village, désormais transformé en un théâtre hostile. La fête battait son plein, une explosion de lumière, de musique folklorique et de rires qui semblaient à Chloé une insulte à sa propre misère. Elle marchait à côté de Khalil, sa main posée sur son bras dans un geste de possession qui n'échappait à personne. Les regards la suivaient, un mélange de pitié, de curiosité malsaine et de jugement non dissimulé. Elle était la fille du pays qui avait tenté d'épouser un homme pour être ensuite enlevée par un autre, plus riche, plus puissant. Une paria dans une robe de créateur. Chaque pas sur les pavés était une épreuve, chaque visage familier un poignard. Khalil, lui, traversait la foule avec une arrogance glaciale, insensible aux murmures, son visage un masque de marbre impénétrable. Il la croyait en sécurité à ses côtés, ignorant que pour elle, cette prétendue protection était la plus cruelle des expositions, une mise en scène de son pouvoir sur sa vie. Ils s'arrêtèrent près de la fontaine centrale, où les villageois dansaient au son d'un accordéon. C'est là que Marc les attendait. Il n'était pas seul, il était entouré de quelques amis, son expression n'étant plus celle d'un homme enragé, mais celle d'un martyr calculateur. Il s'approcha d'eux lentement, un sourire venimeux aux lèvres, et la musique sembla s'éteindre autour d'eux alors que les gens se tournaient pour assister au spectacle. Il ne cria pas. Sa voix était calme, presque douce, mais portait dans le silence soudain. « La voilà !» dit-il en la désignant. « La petite Chloé qui a toujours rêvé plus grand que notre village. Elle m'a fait croire à son amour, m'a utilisé pour payer les dettes de sa famille, puis, quand un poisson plus gros a mordu à l'hameçon, elle m'a jeté. » Il parlait à la foule, se posant en victime, en pauvre garçon local trahi par une ambitieuse sans scrupules. C'était un mensonge si habilement tissé de demi-vérités qu'il en devenait presque crédible. La foule se rapprocha, un cercle de juges se formant autour d'eux. Marc continua son réquisitoire, sortant son téléphone, non pas pour montrer des photos, mais pour lire un message qu'elle lui avait envoyé des mois auparavant, un message de gratitude pour son aide, qu'il présentait maintenant comme une preuve de sa manipulation. « Tu es mon sauveur, Marc !» Voilà ce qu'elle m'écrivait, pendant qu'elle travaillait déjà à séduire son riche patron. Les mots la frappèrent, comme des pierres. Elle voyait le doute, puis la conviction s'installer sur les visages de ses voisins, des gens qu'il avait vu grandir, son histoire, sa souffrance, son sacrifice. Tout était effacé, repeint, avec les couleurs sales de la cupidité et de la trahison. L'humiliation était totale, un poison lent qui paralysait ses membres et glaçait son sang. Elle était seule, au centre d'une arène, son honneur dévoré par les lions du jugement public, sous le regard impassible de son protecteur. Dans sa panique, son regard chercha désespérément celui de Khalil. C'était un appel muet, une prière silencieuse pour qu'il dise la vérité, pour qu'il la défende, pour qu'il fasse taire cette voix qui la détruisait. Mais Khalil resta immobile, son visage une forteresse impénétrable. Une fraction de seconde, une éternité de silence, il la regarda non pas avec compassion, mais avec une froideur analytique. Il n'entendait pas la douleur d'une femme. Il évaluait une menace pour sa réputation, un scandale à gérer. Cet instant de calcul, cette hésitation née de son orgueil et de sa méfiance ancestrale, fut la trahison ultime. Il ne la voyait pas, elle, Chloé. Il voyait un pion dans son jeu de pouvoir. Pour elle, ce silence fut plus violent que toutes les insultes de Marc. Il confirmait aux yeux de tous les mensonges de son tortionnaire. Il l'avait sauvée d'un chantage pour la livrer, nue et sans défense, à une humiliation bien pire. Un son étranglé s'échappa de ses lèvres, un mélange de sanglots et de rage. La dernière étincelle de combativité en elle s'éteignit, remplacée par un besoin primal de fuir. D'un geste violent, elle arracha son bras de l'emprise de Khalil, rompant le contact comme si sa peau la brûlait. Elle ne lui accorda pas un regard, ne dit pas un mot. Se retournant, elle se jeta à travers la foule qui s'écarta sur son passage avec des murmures choqués. Elle courut, les larmes brouillant sa vue,
les lumières de la fête devenant des traînées floues et douloureuses. Elle ne savait pas où elle allait, elle fuyait simplement le poids insupportable des regards, la cruauté des mensonges, et par-dessus tout, le vide glacial qu'elle avait vu dans les yeux de l'homme qui avait promis de la protéger. Elle s'enfonça dans l'obscurité familière des ruelles qui menaient au champ de lavande, cherchant refuge dans le silence de la terre qui, elle l'espérait, ne la jugerait pas. Khalil resta figé, le souffle coupé, regardant la place vide où elle se tenait quelques secondes plus tôt. Le sourire triomphant de Marc, les murmures accusateurs de la foule, tout cela n'était qu'un bruit de fond lointain. La seule chose réelle était l'écho de son propre silence, un silence qui avait condamné Chloé. Le masque du Cher, tout-puissant, se fissura, laissant place à une expression de stupeur et de regret profond. Il avait vu la supplication dans ses yeux, il avait senti sa terreur, et il n'avait rien fait. Son orgueil l'avait rendu aveugle et sourd. Une vague de dégoût de soi le submergea, si intense qu'elle lui coupa la respiration. Il n'était pas son sauveur, il était son second bourreau, secouant la torpeur qui l'avait paralysé, une fureur nouvelle, dirigée contre lui-même, s'empara de lui. Il ignora Marc et la foule, et sans un mot, il se lança à sa poursuite dans la nuit, courant pour retrouver non pas une possession, mais une âme qu'il venait de briser. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons la brûlent, jusqu'à ce que les lumières de la fête ne soient plus qu'un souvenir lointain et cruel. Les champs de lavande, dont le parfum l'avait autrefois apaisée, l'étouffaient maintenant de leur douceur entêtante. Ses pieds la guidèrent instinctivement vers un refuge de son enfance, une vieille borie en pierre sèche, cachée au cœur d'une oliveraie oubliée. Elle s'y glissa, le corps tremblant, et s'effondra sur le sol terreux. Le contact froid de la pierre contre sa peau fiévreuse fut un choc brutal et bienvenu. Dans l'obscurité protectrice, les larmes qu'elle avait retenues se déversèrent enfin, un torrent silencieux et amer. Ce n'étaient pas les accusations de Marc qui la déchiraient, mais le souvenir du visage de Khalil, de son silence glacial qui l'avait condamné. Il l'avait exposée, puis abandonnée au milieu de l'arène, la laissant seule face au lion. La solitude de cette cabane en ruine lui semblait plus sûre que la protection de son palais de verre. Pendant ce temps, Khalil était consumé par une panique qu'il n'avait jamais connue. La place du village s'était vidée de son sens, la foule n'était plus qu'un murmure indistinct. Il sentait encore sur son bras la brûlure de son départ, la violence de sa répulsion. Une rage froide, dirigée contre lui-même, prit le pas sur la stupeur. Il aboya des ordres dans son téléphone, et en quelques minutes, des hommes discrets et efficaces apparurent, quadrillant le village avec une précision militaire. Mais il savait que c'était inutile. Elle ne se cacherait pas là où la logique pouvait la trouver. Il se mit à courir lui aussi, suivant la direction qu'elle avait prise, son costume impeccable souillé par la poussière des chemins de terre. Il trouva un lambeau de soie de sa robe accroché à une branche d'églantier, un fragment de sa présence qui lui glaça le cœur. Il le serra dans son poing, réalisant avec une clarté insoutenable qu'il avait cherché à posséder une femme dont il ignorait tout, y compris les cachettes secrètes de son âme blessée. Les premières 24 heures furent une épreuve de survie. Au lever du jour, Chloé quitta la borie, le corps endolori, la gorge sèche. Elle trouva une source et but l'eau glacée à même ses mains. Un geste simple et primitif qui la reconnecta à la terre, à la femme qu'elle était avant lui. La robe de créateur, maintenant déchirée et maculée de terre, était le symbole de sa captivité. D'un geste décidé, elle la retira et la laissa en tas dans un coin sombre de la cabane, comme une dépouille. Dans un recoin, elle retrouva un vieux pantalon de toile et une chemise usée qu'elle y avait laissés des années plus tôt. En les enfilant, elle sentit une partie d'elle-même renaître. Elle n'était plus la fiancée humiliée, ni l'objet de luxe du Cher. Elle était à nouveau Chloé Martin, la fille de cette terre, capable de reconnaître les baies sauvages comestibles et de lire les signes du vent dans les oliviers. La faim et le froid étaient des douleurs franches, honnêtes, préférables au poison de la trahison. La villa était devenue une tombe dorée, chaque surface polie reflétant l'échec de Khalil. Il passait ses journées dans son bureau, devant des cartes topographiques de la région, une obsession froide ayant remplacé sa panique initiale. Ces hommes avaient fouillé chaque grange, chaque mât abandonné, sans succès. Il les congédia, comprenant que leur approche systématique ne fonctionnerait jamais. Il devait penser comme elle, sentir comme elle. Il commença à marcher, seul, à l'aube, quand la brume s'accrochait encore aux vignes. Il arpentait les sentiers qu'elle avait dû connaître, interrogeant maladroitement de vieux vignerons qui le regardaient avec un mélange de méfiance et de pitié. Il n'était plus le Cher tout-puissant, mais un homme hanté, cherchant des traces invisibles dans un paysage qui lui était hostile. Chaque pierre, chaque arbre semblait lui murmurer son ignorance, lui rappelant qu'il avait voulu s'approprier une âme sauvage sans jamais avoir pris le temps d'apprendre le langage de sa forêt. Une semaine s'était écoulée.
une semaine de silence, de solitude et de retour à l'essentiel. Chloé avait trouvé un rythme, une paix précaire dans son isolement, mais l'inquiétude pour sa mère la rongeait. Un soir, bravant sa peur, elle se glissa aux abords du village, se cachant dans l'ombre du lavoir. Elle entendit les voix de deux femmes qu'elle connaissait depuis toujours. Elle parlait du scandale, bien sûr, mais aussi de sa mère. Les mots la frappèrent, comme des éclats de verre. Depuis le drame de la fête, l'état de sa mère s'était brutalement dégradé. Le choc, le chagrin. Marc avait cessé de payer les soins, et elle avait dû être transférée d'urgence dans une clinique spécialisée à Marseille, loin de tout. La peur, une vague glaciale submergea Chloé. En fuyant pour sauver sa dignité, elle avait peut-être condamné sa mère. Sa liberté retrouvée venait de se transformer en la plus cruelle des prisons, ces murs invisibles faits de culpabilité et d'impuissance. 10 jours qu'elle avait disparu. Khalil était au bord du gouffre, l'espoir s'amenuisant avec chaque lever de soleil. Il était assis dans le silence de son bureau quand Fatima entra, le visage grave. Sans un mot, elle déposa sur le bois précieux un petit carnet à la couverture de cuir usé. « J'ai trouvé ceci en préparant les affaires de sa mère pour la clinique », expliqua-t-elle doucement. C'était le journal de la mère de Chloé. Avec des mains tremblantes, Khalil l'ouvrit. À l'intérieur, entre des recettes de cuisine et des pensées sur le temps qui passe, il découvrit des fleurs séchées et, sur une page jaunie, un dessin maladroit mais tendre. Il représentait une petite cabane en pierre, une borie entourée d'oliviers. En dessous, une écriture élégante et un peu tremblante avait tracé ces mots. « Le refuge de ma Chloé, son royaume secret. » Une certitude foudroyante le traversa. Il l'avait trouvée. Ce n'était pas une carte qui le guidait, mais le cœur d'une mère. Il savait maintenant où aller. Le petit carnet de cuir serré dans sa main comme un talisman fragile, Khalil quitta la villa sans un regard en arrière. Il ne prit ni chauffeur, ni garde du corps. Il conduisit lui-même, la voiture de luxe dévorant les routes de campagne, avec une urgence qui reflétait la tempête dans son âme. Chaque virage lui rappelait le chemin qu'il avait emprunté avec elle 10 jours plus tôt, un chemin qu'il parcourait désormais en pénitent. Le paysage provençal, autrefois simple décor de sa puissance, lui semblait maintenant hostile, chaque olivier un juge silencieux, chaque champ de lavande un rappel parfumé de son échec monumental. Le dessin dans le journal était sa seule carte, une carte tracée non par la logique ou la technologie, mais par l'amour d'une mère. Il ne cherchait plus une femme à posséder, mais une âme à retrouver, et il sentait avec une certitude glaciale que le temps lui était compté, que chaque seconde perdue creusait un peu plus le gouffre de sa propre damnation. Il laissa la voiture au bout d'un chemin de terre à peine visible, là où les indications du journal devenaient trop vagues pour un véhicule. Il continua à pied, son costume coûteux s'accrochant aux ronces, la poussière ocre de Provence souillant ses chaussures italiennes. C'était une humiliation physique qui faisait écho à sa détresse morale. Il n'était plus le Cher, le maître du désert et des affaires, mais un simple homme, perdu, suivant l'instinct et le remords. Après une marche qui lui parut une éternité, il l'aperçut, niché au cœur d'une oliveraie ancestrale. Une petite cabane de pierre sèche, une borie, exactement comme sur le dessin. Son cœur cessa de battre. Elle devait être là. Il s'arrêta un instant, le souffle court, terrifié à l'idée de ce qu'il allait trouver ou ne pas trouver. La peur de son pardon était aussi intense que la peur de son absence. Il fit un pas, puis un autre, le bruit de ses pas sur les feuilles mortes sonnant comme une profanation dans le silence sacré de ce lieu. En écartant une branche d'olivier, il la vit. Elle était à genoux près d'un petit feu crépitant, le dos tourné vers lui. Elle ne portait plus les vêtements de soie qu'il lui avait imposés, mais un simple pantalon de toile et une chemise usée. Ses cheveux, libres de tout artifice, tombaient en cascade sur ses épaules, et il y avait dans sa posture une force primitive, une résilience qu'il n'avait jamais vue. Elle appartenait à cette terre, à ce bois, d'une manière qu'il ne pourrait jamais comprendre. Comme si elle sentait sa présence, elle se figea, puis se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent, il s'attendait à de la peur, peut-être même à des larmes. Il ne trouva qu'un désert de glace. Ses yeux, autrefois si expressifs, étaient devenus 2 lacs gelés, reflétant son image avec un mépris si profond et si pur qu'il recula d'un pas, comme frappé par une force invisible. Le silence entre eux était une chose vivante, lourde de 10 jours de souffrance et d'une éternité de trahison. Il avança maladroitement, les mains vides, se sentant plus nu et plus vulnérable que jamais. Chloé, sa voix n'était qu'un murmure rauque, brisé par l'émotion et l'épuisement. Le son de son prénom, prononcé par lui dans ce sanctuaire, sembla la faire tressaillir de dégoût. Elle se releva d'un seul mouvement fluide, se dressant face à lui, petite mais indomptable. « Partez, dit-elle, sa voix basse et tranchante comme un éclat de silex. Vous n'avez rien à faire ici.
Ce lieu n'est pas à vendre, il ne peut pas être acheté ni contrôlé. Il est à moi. Il tenta de parler, d'expliquer, de s'excuser pour son silence sur la place du village, mais les mots se bloquaient dans sa gorge, vains et inutiles face à la muraille de sa douleur. Chaque syllabe qu'il aurait pu prononcer n'était qu'une insulte de plus à l'humiliation qu'il lui avait fait subir. Il n'avait plus le droit aux excuses faciles. Il ne lui restait que la vérité, aussi laide et cruelle soit-elle. Acculé, désespéré, il laissa tomber toutes ses défenses. La vérité jaillit de lui, brute, sans phare, une confession arrachée à ses entrailles. « Je savais », lâcha-t-il, les mots le brûlant au passage. « Je savais pour Marc, pour le chantage, je le savais depuis des mois. » Le visage de Chloé se crispa, son mépris glacial se muant en une incrédulité horrifiée. Il continua, la voix brisée, lui révélant la profondeur de sa paranoïa. La peur maladive, héritée de son père que chaque femme ne voit en lui qu'un coffre-fort. Il lui avoua qu'il l'avait observée, qu'il avait laissé Marc tisser sa toile, attendant de voir si elle viendrait à lui, si elle tenterait de le séduire pour son argent. C'était un test monstrueux, cruel, né de sa propre lâcheté et de son incapacité à faire confiance. Il ne cherchait pas à se justifier, il s'accusait, se mettant à nu devant elle, lui offrant son âme déformée et laide sur un plateau. La révélation tomba dans le silence de la clairière avec le poids d'une pierre tombale. Ce n'était plus de la trahison par omission, c'était une cruauté calculée, une torture psychologique orchestrée par l'homme qui prétendait la protéger. La colère de Chloé s'effaça, remplacée par quelque chose de bien plus profond, une stupeur douloureuse, la réalisation qu'elle avait été une simple pièce sur son échiquier personnel. Il se tenait là, devant elle, le tout-puissant cher Khalil al-Mukhtar, dépouillé de son arrogance, réduit à un homme brisé par ses propres démons, attendant son jugement. Il ne lui demandait pas pardon, il lui avait simplement donné l'arme qui pouvait le détruire pour de bon. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, le pouvoir avait changé de camp. Elle le regarda, voyant non plus son geôlier, mais la source empoisonnée de sa souffrance, et elle se demanda s'il existait au monde une eau assez pure pour laver une telle souillure. Si cette histoire continue de vous émouvoir, si chaque révélation vous tient en haleine, alors partagez dans les commentaires quelle scène vous a le plus touché jusqu'à présent. Votre ressenti donne vie à ce récit. Et si vous souhaitez découvrir comment Chloé réagira à cette terrible vérité, assurez-vous de regarder notre prochaine vidéo. Merci de faire partie de cette aventure. Le silence qui suivit sa confession fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Chloé le regarda, mais elle ne voyait plus l'homme, seulement le monstre calculateur qui avait joué avec sa vie comme un dieu cruel et ennuyé. Chaque battement de son cœur était un coup de marteau contre l'enclume de sa poitrine, forgeant une haine froide et pure. Un test ? Sa voix était à peine un murmure, mais elle portait le tranchant du verre brisé. « Vous avez regardé ma mère dépérir, vous m'avez regardé me vendre à un monstre, vous m'avez laissé m'humilier devant tout mon village, pour un test ?» Elle fit un pas en arrière, le contact visuel se rompant comme un fil trop tendu. Elle se sentait souillée, non pas par le chantage de Marc, mais par la paranoïa de cet homme qui avait empoisonné jusqu'à la pureté de sa souffrance. Elle n'était pas une victime à sauver, mais un spécimen à étudier dans le laboratoire de sa méfiance. Cette vérité était une abomination, une profanation de tout ce qu'elle avait enduré. Il ne tenta pas de se défendre, il accepta ses mots comme les coups de poignard qu'il méritait, chaque syllabe le vidant un peu plus de son arrogance. Il s'affaissa, non pas physiquement, mais son âme semblait s'agenouiller devant elle. Mon père m'a élevé dans la certitude que l'amour était une transaction. Sa voix était rauque, brisée, celle d'un homme avouant un crime impardonnable. Il a été trahi par la femme qu'il aimait pour son argent, et il a passé sa vie à m'enseigner que chaque sourire, chaque geste de tendresse était un calcul. Quand je vous ai vu, si fier, si incorruptible, vous étiez une énigme que je ne pouvais pas résoudre. J'ai eu peur, peur que vous soyez comme les autres, et plus peur encore que vous ne le soyez pas. Ma lâcheté a été mon guide, et elle m'a conduit à commettre l'impardonnable. Je ne vous demande pas pardon. Il n'y en a pas pour ce que j'ai fait. Je vous offre seulement la laideur de ma vérité. Chloé l'écoutait, son corps vibrant d'une colère qui commençait à se dissoudre dans une pitié amère et douloureuse. Elle voyait l'enfant derrière l'homme, l'héritier d'une fortune et d'une solitude si profondes qu'elles avaient déformé son âme. Il ne se justifiait pas, il s'exposait, lui offrant les clés de sa propre prison intérieure. Le vent se leva, faisant frissonner les feuilles, des oliviers, et dans ce murmure de la nature, elle entendit l'écho de sa propre solitude. Elle aussi avait été piégée, par la pauvreté, par la maladie, par le chantage. Leurs prisons étaient différentes, l'une de fer, l'autre d'or, mais la douleur de l'isolement était la même. Lentement, elle s'approcha de lui, franchissant la distance qui n'était plus celle de la peur, mais celle de la compréhension.
Elle posa sa main sur son bras, un geste simple, qui n'était ni pardon ni absolution, mais une reconnaissance de leur humanité brisée et partagée. Le contact de sa main fut un choc, une décharge de chaleur qui sembla le ramener à la vie. Il releva la tête, ses yeux sombres brillant d'une lueur humide et incrédule. « Je ne veux plus vous posséder, Chloé, » murmura-t-il, sa voix tremblante d'une sincérité désarmante. « Je veux mériter de marcher à vos côtés. Laissez-moi réparer ce que j'ai détruit, non pas pour moi, mais pour vous. Votre mère est dans la meilleure clinique de Marseille, je m'en suis assuré. Marc et ses complices, ils paieront pour ce qu'ils vous ont fait. Mais après cela, vous serez libre, totalement libre, de me quitter, de rester, de me haïr. Le choix vous appartiendra et je le respecterai, quel qu'il soit. C'est la seule promesse que je puisse vous faire. » Il ne la touchait pas, la laissant maîtresse de cet espace fragile qu'elle venait de recréer entre eux, son pouvoir n'étant plus dans sa richesse, mais dans sa reddition totale. Une larme, une seule, roula sur la joue de Chloé. Elle ne l'essuya pas. C'était une larme non pas de tristesse, mais de libération. La haine qui l'avait maintenue en vie s'était évaporée, laissant place à un vide immense et effrayant, mais aussi plein de possibilités. Elle fit un pas de plus, et sans un mot, se blottit contre lui. Ce n'était pas un geste de passion, mais de refuge. Elle sentit ses bras l'entourer, hésitant d'abord, puis ferme, protecteur. Pour la première fois, elle ne se sentit pas captive, mais en sécurité. Sa tête reposait contre son torse, entendant les battements désordonnés de son cœur, un rythme qui faisait écho au sien. « Nous devons d'abord mettre fin à ce cauchemar », murmura-t-elle contre le tissu de sa chemise. « Ensemble. » Ce mot, « ensemble », scella leur pacte, transformant deux âmes solitaires en alliés, unis non par un contrat, mais par la promesse d'une reconstruction mutuelle. Alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les oliviers, peignant le ciel de teintes roses et dorées, ils quittèrent la Borie. Ils la tenaient par la main, non plus avec la poigne d'un propriétaire, mais avec la tendresse d'un homme qui a trouvé ce qu'il ne cherchait plus. Ils retournèrent à la villa, non plus comme geôliers et prisonnières, mais comme deux survivants, prêts à affronter le monde. Dans les semaines qui suivirent, ils démantelèrent méticuleusement le réseau de Marc, révélant une conspiration bien plus vaste orchestrée par Rachid. Chaque action était une décision commune, chaque victoire un pas de plus vers la guérison. La villa se transforma, passant d'une prison de luxe à un sanctuaire de confiance. Ils avaient trouvé leur armistice dans les cendres de la trahison, et ils savaient que la consécration finale de leur amour ne serait pas un mariage, mais un geste bien plus puissant, la création d'une fondation au nom de sa mère, un symbole éternel que de la plus sombre des douleurs peut naître la plus grande des lumières. 1 an s'était écoulé, tissé de silence, de reconstruction et d'un amour prudent qui apprenait à respirer. Aujourd'hui, sous le doux soleil d'automne de Provence, une foule s'était rassemblée non pas devant une église, mais dans les jardins du domaine où tout avait commencé. C'était l'inauguration de la fondation Le Cœur de Cécile, au nom de la mère de Chloé, désormais guérie et assise au premier rang, son visage rayonnant d'une fierté sereine. Chloé se tenait devant un pupitre, non plus en victime silencieuse, mais en femme puissante et éloquente. À ses côtés, Khalil n'était pas un cher dominant, mais un partenaire, son ancre, son égal. Son regard sur elle n'était plus celui d'un collectionneur, mais celui d'un homme qui contemplait un miracle. En prononçant son discours, la voix de Chloé ne tremblait pas. Elle parlait d'espoir, de seconde chance, et chaque mot était une pierre de plus à l'édifice de sa nouvelle vie. Une vie qu'elle avait choisie, qu'elle avait bâtie. La villa, autrefois une cage dorée au silence pesant, était devenue leur foyer. Le marbre froid qui avait répercuté l'écho de sa solitude était désormais réchauffé par des tapis épais et les rires qui fusaient souvent. Leur matinée commençait sur la terrasse, face au vignoble, une tasse de café à la main. Le paysage n'était plus une peinture inaccessible de sa liberté perdue, mais la toile de fond de leur quotidien partagé. Il y avait une simplicité dans leur routine qui démentait l'opulence du décor. Ils cuisinaient ensemble, se disputant sur la quantité d'épices, ou lisaient en silence dans le grand salon, leurs pieds entremêlés. Fatima, la gouvernante autrefois si sévère, les observait maintenant avec une affection discrète, témoin silencieux de la transformation de son maître. Khalil, l'homme qui commandait des empires, avait appris le langage des petites choses, la manière dont Chloé pinçait ses lèvres en se concentrant, ou le son de sa respiration quand elle s'endormait contre lui. Ils étaient retournés au village, non pas en conquérants, mais en voisins. Main dans la main, ils avaient traversé la place où elle avait subi sa plus grande humiliation. Les murmures qui les suivaient n'étaient plus ceux du scandale, mais ceux d'un respect teinté de curiosité. Ils avaient vu les visages de ceux qui l'avaient jugé, il n'y avait trouvé que le regret et une admiration nouvelle. Ils s'étaient arrêtés devant la petite église.
La porte de bois massif, autrefois brisée par l'arrogance de Khalil, avait été restaurée. Pour eux, ce lieu n'était plus un échafaud, mais un seuil, le point de départ violent et nécessaire de leur véritable histoire. Ils n'avaient pas besoin d'y entrer, ni de prononcer des vœux devant un autel. Leur engagement avait été scellé dans le feu de l'épreuve, et leur pardon mutuel était une prière bien plus sacrée que n'importe quelle cérémonie. Parfois, ils s'échappèrent de tout, et retournèrent à la Borie. La petite cabane de pierre sèche n'était plus un refuge de survie, mais leur sanctuaire secret. Ils y passaient des après-midi entiers, allongés sur une couverture, à regarder les nuages dériver entre les feuilles d'olivier. C'était là, dans ce dénuement total, qu'ils se sentaient le plus riches. Il n'y avait ni cher, ni ancien employé, seulement Khalil et Chloé. Il lui racontait des histoires de son enfance dans le désert, des contes de dunes et d'étoiles, lui dévoilant les blessures que son père lui avait infligées. Elle, en retour, lui offrait les souvenirs simples de sa Provence, l'odeur de la lavande après la pluie, le goût des abricots cueillis sur l'arbre. Les pierres qui avaient absorbé ses larmes de désespoir étaient maintenant témoins de leur complicité, de leur rire et des silences apaisés qui en disaient plus long que tous les mots du monde. Un soir, alors que la lune jetait un chemin d'argent sur la piscine de la villa, il la prit dans ses bras sur la terrasse. Il ne lui offrit pas de bijoux, pas de promesses extravagantes. Il sortit de sa poche un simple morceau de papier plié. C'était le contrat qu'il lui avait imposé à son arrivée, ce pacte de protection qui était en réalité un acte de possession. Lentement, avec un sérieux presque cérémoniel, il le déchira en deux, puis en quatre, et laissa les morceaux s'envoler dans la brise nocturne. « Il n'y a plus de dette, Chloé, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Il n'y a jamais eu que la mienne envers toi. Chaque jour que tu passes à mes côtés est un cadeau que je ne mériterai jamais tout à fait, mais que je chérirai comme mon plus grand trésor. » Elle leva les yeux vers lui, et dans la profondeur de son regard, elle vit non plus l'arrogance du pouvoir, mais la vulnérabilité absolue d'un homme qui avait confié son cœur à sa gardienne. Leur vie s'épanouissait au rythme des saisons provençales, chaque récolte des vignobles symbolisant la maturation de leur amour. Ils n'oublièrent jamais la douleur du commencement, car c'était sur ces fondations de trahison et de pardon qu'ils avaient rebâti la plus solide des forteresses. Ils avaient appris que la véritable puissance ne résidait pas dans le contrôle, mais dans la confiance, et que la plus grande des libertés était de choisir de s'appartenir l'un à l'autre, sans aucune chaîne. En la regardant dormir, une mèche de cheveux tombée sur son visage apaisé, Khalil comprit enfin la leçon que son père n'avait jamais apprise. Leur véritable contrat n'était plus gravé sur du papier, mais dans le sol de cette terre qu'ils cultivaient ensemble, une promesse silencieuse que le plus grand des empires était celui que l'on bâtissait à deux dans le cœur de l'autre.